Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Clés de l'IMO, les clés de l'immobilier, ce rendez-vous pour vous rendre service, à vous qui avez un projet dans l'immobilier, vous souhaitez vendre, acheter, investir dans la pierre. Vous avez raison et vous vous posez beaucoup de questions, c'est tout à fait normal. On est là pour ça, pour répondre à vos interrogations. Alors après les taux de crédit, après le financement, après les budgets, aujourd'hui on va revenir aux fondamentaux de l'immobilier, c'est l'achat et la vente d'un bien immobilier avec notre partenaire, nos partenaires, les notaires du Grand Paris. Aujourd'hui c'est Maître Thierry Delessal qui est avec nous, non pas en plateau, mais en visio. Bonjour, maître. Et vous allez répondre avec nous à toutes les questions des internautes du Figaro. Elles sont nombreuses. Et voilà, on va démarrer tout de suite par la première question. Alors, c'est une question de Sibylle. Question de Sibylle. Pour acheter un bien immobilier à deux, est-il vraiment plus avantageux d'acheter en étant marié ou alors le fait d'être pacsé offre les mêmes avantages ? Eh bien non, il n'y a pas les mêmes avantages si on est pacsé. Malheureusement, c'est pas parce que je suis notaire que je dis ça, mais il vaut mieux être marié. Pourquoi? Parce que les banques ont tendance à considérer que le couple est plus stable. Alors, il n'y a pas de statistiques qui disent le contraire ou qui disent cela, mais c'est une impression que les banquiers ont. Et du coup, ils ont tendance à avantager beaucoup plus et à prendre en considération les revenus des deux époux. Sinon, il y a aussi peut-être une nuance importante, c'est si l'un des deux décède. Pourquoi? Parce que quand l'un des deux décède, quand vous êtes marié, le conjoint survivant, qu'on appelle, a droit à la jouissance du logement, il peut continuer à y habiter jusqu'à son décès. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il peut y habiter gratuitement, c'est-à-dire que les héritiers ne peuvent pas lui demander de loyer. Alors que si vous êtes pacsé, eh bien là, vous avez droit à la jouissance du logement que pendant 1 an. Donc c'est vraiment une grosse différence qu'on essaye de pallier en ce moment. Donc un jour, on a un congrès à Porte-Maillot où on va demander au gouvernement d'asseoir ces deux régimes parce qu'on trouve que c'est pas normal que le partenaire de Pacs ne puisse pas avoir la jouissance de son logement jusqu'à son décès. Voilà. Très bien, très clair. Question de Marc. Selon vous, avec la période d'incertitude et les conséquences du Covid-19, les prix de l'immobilier vont-ils baisser? Si oui, où? Et qu'en est-il de Paris? On entend dire que les prix commencent à baisser à Paris. Est-ce que c'est vrai? Ben non, c'est complètement faux. En tout cas, dans les chiffres que nous avons sortis la semaine dernière à la conférence de presse, où on a étudié les chiffres du deuxième trimestre pour les ventes et les avant-contrats du deuxième trimestre, donc des ventes qui vont se faire au troisième trimestre. Et donc, c'était une conférence de presse très compliquée parce que on a expliqué dans les ventes ce qui s'était passé avant confinement, concrétisé après confinement, où on a déjà dégagé des tendances comme quoi il y avait une accélération de la hausse des prix à Paris, en région parisienne, mais même en France. Et c'est vrai qu'on constate des augmentations de prix qu'on n'a pas vues depuis 10 ou 15 ans. Alors, souvenez-vous, en 2011, on avait eu des augmentations de pierres refuge de 20% à Paris. Bon, on n'en est pas là, heureusement. Mais on est quand même à 8%, ce qui est énorme. 8% d'augmentation des prix au deuxième trimestre. Donc, c'est vraiment, ça chauffe. On est toujours en zone tendue et voire marché de pénurie à Paris. Et cette hausse, alors elle va s'atténuer un petit peu au troisième trimestre, mais elle est quand même de 6,60. Et quand on regarde sur 1 an. Donc quand on entend dire, certains, qu'on a pu lire certaines études, les 11 000 euros du mètre carré ne seront pas atteints à Paris, pour vous, c'est faux. Ah ben là, oui, au troisième trimestre, on est déjà à 10 860. Donc si on continue sur cette lignée, on va atteindre les 11 000 malheureusement, parce que c'est quand même pas terrible que ça monte comme ça, mais bon. On va atteindre ces 11 000 en début d'année 2021. Donc, sauf marasme économique avec disparition totale des acquéreurs, aujourd'hui, on voit que le marché a repris toute sa vigueur. Il n'y a jamais eu autant de goût pour la pierre. Vraiment, dans nos études, les banquiers sont débordés, les notaires sont débordés. On a du mal à suivre la demande parce qu'il y a un appétit des Français pour la pierre
comme jamais. Moi, ça fait 40 ans que je bosse, j'ai jamais vu ça. Et c'est vrai que ce confinement a créé on se rend pas compte de l'effet psychologique, mais a créé des pulsions, c'est vraiment des pulsions sur la pierre. Alors, pour plein de raisons, ça peut être de la pierre refuge, parce qu'il y en a plein qui ont une trouille bleue d'une crise financière, en disant, ah, j'ai de l'épargne en banque, il faut vraiment que je la mette dans la pierre. Donc ça, il y en a pas mal qui sont là-dedans. Mais surtout, la grosse partie, c'est je veux changer de logement. Et on a vu un sondage de l'IFOP pendant le mois d'août qui nous dit qu'il y a un tiers des Français qui veut déménager dans les 2 ans. Donc, je vous assure que un tiers des Français, autant locataires que propriétaires. Donc ça va faire des transactions. Le taux d'intérêt d'emprunt a jamais été aussi bas, donc le carburant est pas cher. 1,25% en moyenne, toute durée confondue. 1,25% en moyenne, toute durée confondue, oui. Mais oui, ça fait plusieurs trimestres qu'on dit que c'est historiquement bas, mais on se répète, mais c'est vrai. Quand on voit la courbe des taux, ça continue à baisser. Bon, c'est très bien. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui se disent mon logement me convient pas. Jusqu'à présent, j'étais dans un logement où j'avais acheté ce logement de manière un peu subite, un peu contrainte, parce qu'il faut bien se loger. C'est cher, mais tant pis, on fait l'effort. Alors qu'aujourd'hui, on voit dans le comportement des gens, ils sont plus dans la pierre volontaire. Vraiment, ils sont même peut-être plaisir. C'est je veux avoir un logement qui me plaît, je vais mettre ce qu'il faut, je vais mettre le paquet, et peut-être que je vais aller dans un endroit moins cher, je vais m'éloigner peut-être du centre de la région parisienne, avec un petit peu plus de transport, mais que je vais gagner parce que j'irai pas tous les jours au boulot, j'aurai mon télétravail. Et donc, quelque part, j'aurai peut-être plus de transport, mais pas tous les jours, pas 5 jours dans la semaine. Et impact aussi sur le prix des maisons, notamment en région parisienne, impact sur le prix des maisons en région parisienne. Ah ben vous avez raison, les prix ont augmenté au T3, on va voir une augmentation de 9% sur les maisons. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 15 ans. Les maisons, elles suivaient les appartements dans leur hausse de prix, mais elles étaient à la traîne. Elles étaient, même peut-être là encore l'année dernière, les prix des maisons en petite couronne et grande couronne, ils étaient stables. Il n'y avait pas d'augmentation, c'était 0,05%. Et là, on a vu une augmentation de 2,5 au T1, de 5 au T2 et de 9 au T3. Pour vous dire, l'augmentation, elle se renforce. Donc, on ne voit pas aujourd'hui de retournement des prix. Et tant qu'il y a autant d'acquéreurs, on est encore dans un marché de pénurie. Il n'y a pas encore assez de logements. Donc, l'offre ne correspond pas à la demande. Donc, il n'y a pas de raison que ça baisse. Sauf si ces acquéreurs disparaissent d'un seul coup. Voilà. Mais pourquoi disparaîtrait-il? Ça va vraiment dire que l'économie, là, il y a un marasme économique total. Or, c'est vrai quand même que on voit dans les acquéreurs, surtout dans la région parisienne, c'est des CSP+. Donc, qui va être impacté par le chômage? Et puis, il y a quand même des amortisseurs dans le chômage. Vous avez beaucoup d'emprunts, la plupart des emprunts, vous avez des assurances chômage. Donc, voilà, tous ces amortisseurs en France font qu'on ne croit pas au marasme immobilier. Question suivante. Alors, question d'Hélène. J'aimerais savoir si la donation d'un bien immobilier à son enfant est le meilleur moyen de lui éviter, au moment de la succession, de vendre la maison pour payer des impôts, ou si la constitution d'une SCI est plus avantageuse. En fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que contrairement à certains pays étrangers, les abattements, c'est que quand vous transmettez, vous avez droit à un abattement tous les 15 ans qui est de 100 000 euros par enfant et par parent. Cet abattement est exactement le même que pour la succession, ce qui n'est pas le cas dans certains pays. Et il est question, les pouvoirs publics y réfléchissent, qu'il y ait des abattements plus importants quand on donne que quand il y a une succession. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc on pourrait dire, alors ça sert à rien. Si. Pourquoi? Parce que d'abord, on vient d'en parler, le marché immobilier, il va plutôt à la hausse qu'à la baisse. Donc ce que je donne aujourd'hui qui vaut 1000, si je décède dans 20 ans, ça vaudra beaucoup plus que 1000. Donc les droits de succession sont plus élevés. Deuxième raison, c'est que très souvent, on pousse les clients à ne donner que la nue propriété. Ce qui veut dire qu'on opère un démembrement. Le donateur, il va garder l'usufruit, l'usage du bien, les fruits. Si jamais le bien est en location, il va garder les loyers.
Et en fait, il va transmettre que la nue propriété aux enfants. Donc l'enfant, ça dit bien ce que ça veut dire. Il est propriétaire mais tout nu. Donc c'est une transmission que fiscale. Et en fonction de l'âge de l'usufruitier, donc de celui qui donne, la taxation est beaucoup moins forte parce que plus vous êtes jeune, plus votre usufruit, qui était votre espoir de revenu jusqu'à votre décès, est comptabilisé, capitalisé au jour de la donation, vaut de plus en plus. Plus vous êtes jeune, plus votre usufruit vaut. Donc, admettons que vous ayez, par exemple, je ne sais pas moi, 50 ans, votre usufruit vaut 60%. Donc, quand vous transmettez un bien qui vaut 1000, vous n'êtes taxé que sur 40% de la nue propriété, donc 400. Voilà, ça c'est le premier avantage sur la donation. Ensuite, la SCI. La SCI, elle n'est pas systématique. Déjà, il faut avoir plusieurs enfants, parce qu'un seul enfant, on ne peut pas faire une société avec une seule personne. Donc, il faut plusieurs enfants. Et deuxième raison pour peut-être à ce moment-là une société, moi je privilégie la société quand la société emprunte. Pourquoi? Parce que quand vous transmettez les parts d'une société qui a une dette, eh bien on tient compte de la dette et on ne transmet que l'actif net. Exemple, ma société a un actif immobilier de 1000 avec un emprunt de 700. Eh bien je ne transmets que 300. Et alors, si je transmets que la nue propriété des parts, même exemple, avec mon usufruit de 60%, je transmets que 40% de 300, autrement dit 120 qui sont taxables. Donc, vous voyez que ça réduit beaucoup, mais là, ça suppose que la société soit endettée. Très bien. Question suivante, alors question d'Imperia. Je souhaite vendre ma maison, quels sont les diagnostics obligatoires ? Tout doit-il être reçu pour les signatures ou des annexes envoyées plus tard sont possibles? Alors, on dit toujours que c'est obligatoire. En réalité, ça n'est pas obligatoire, ces diagnostics. Ça, on ne le sait pas toujours. Ces diagnostics, vous pouvez vous en passer. Simplement, vous ne pouvez pas vous exonérer de la garantie Davis, cachée, pendant 5 ans, à partir du moment où ils sont découverts, ce qui est quand même gênant. D'où juste mettre, ils sont recommandés, donc ils ne sont pas obligatoires. On est d'accord. C'est très important. Voilà, et c'est bien pour ça que qui les paye, c'est le vendeur, parce que en donnant les diagnostics, il se protège. Il peut s'exonérer de la garantie Davis en disant, moi je vous ai tout dit. Donc c'est pour ça que c'est lui qui les paye. Voilà, donc globalement, vous avez rarement de ventes avec peut-être les ventes entre parents et enfants, où là, effectivement, on se passe de ce genre de garantie. Mais sinon, il faut ces diagnostics. Alors, à quel moment? Moi, j'avais toujours tendance à dire à l'avant-contrat. Pourquoi? Parce que c'est à l'avant-contrat que tout se passe et que tout est sécurisé. Si on a après l'avant-contrat, un diagnostic qui arrive où on s'aperçoit qu'il y a des termites, je peux vous assurer que le prix il va être renégocié. Ou alors que mais d'ailleurs peut-être de bonne ou de mauvaise foi, mais quand votre hacker va se dire, tiens, j'ai le diagnostic du plomb dans les peintures. Oh, dites donc, vous avez vu, il y a du plomb sur les rambardes et sur les volets. Ah, faut me diminuer le prix, là, c'est pas possible. Donc, vous voyez, pourquoi il faut vraiment avoir ces diagnostics au moment de l'avant-contrat, qu'il n'y ait plus de discussion possible après. Très bien. Question de Pierre David. Je souhaite acheter une maison à Dieppe, mais elle me semble beaucoup trop chère. Le vendeur ne souhaite pas baisser le prix malgré nos offres. Avez-vous des conseils pour négocier? Comment faire baisser un prix légalement? Ah oui, ça j'aime bien cette question. Est-ce qu'il y a une grille? Non, mais là, on n'est pas en Russie soviétique où les prix sont fixés par l'État, malheureusement. Enfin, je ne sais pas si c'est malheureux ou pas. Mais il n'y a pas une brigade de CRS derrière qui va appliquer les prix fixés légalement. Non, non, ça c'est... en France, on est dans un marché libre, de prix libre, et donc voilà, c'est le vendeur qui fixe librement. Si si l'acquéreur trouve que le prix est trop cher, très souvent, ce qu'on peut lui conseiller, c'est s'il n'y a pas beaucoup d'acquéreurs, mais comme en ce moment il y en a beaucoup, c'est pas forcément le conseil du moment. Mais ça dépend du bien en réalité. Si c'est un bien qui est très convoité, c'est même pas la peine de discuter. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que vous avez, comme je le disais tout à l'heure, peu d'offres et beaucoup d'acquéreurs. Donc, si vraiment vous voulez le bien, qui vous plaît, c'est même pas la peine de discuter. Pas de grille, en tout cas légale, mais il y a quand même des petits signes qui peuvent attirer l'attention.
un bien surcoté qui n'est pas au prix du marché, on peut aussi le savoir en allant notamment sur la DVF, hein, sur les données des valeurs foncières. On a quand même comme ça des indications précises sur tout ce qui a pu se vendre autour, avec cette cartographie très précise de biens immobiliers, que ce soit en termes de maisons, d'appartements, on peut avoir une adresse très précise et déjà avoir quelques notions. Et c'est important pour comparer, il faut être informé. Un bien qui est mis en ligne depuis plus de 3 mois sur un portail, attention, ça donne une indication, ça veut dire qu'il a du mal à se vendre, qu'il est peut-être pas au bon prix. Et puis un bien qui a besoin d'être rénové, qui a des charges de copropriété importantes, voilà, tout ça, ce sont aussi des signes qui peuvent vous aider, vous inciter peut-être à négocier le prix, hein, maître. Moi, je dis toujours, de toute façon, que celui qui connaît le mieux le marché, c'est les gens qui cherchent. Ouais. Pas forcément les gens qui vendent, parce que les gens qui vendent, justement, ils visitent pas des biens. Enfin, ça dépend s'ils vendent et s'ils achètent. Ils connaissent le marché, mais ils cherchent pas forcément la même chose. Mais quand vous cherchez un bien, vous visitez et vous voyez les annonces. Et ces acquéreurs-là, c'est eux qui connaissent le mieux le marché du moment. Donc, alors pour les maisons, c'est encore plus difficile. Parce que comparer les mètres carrés d'appartements, c'est vachement plus facile, on trouve beaucoup de données. La maison, c'est plus compliqué. Mais bah oui, c'est à l'acquéreur de faire force de persuasion en disant, mais vous savez, j'ai visité une maison qui est similaire à la vôtre, à tel endroit, qui est encore mieux, elle vaut moins cher, enfin où elle est au mètre carré, elle est beaucoup moins élevée. Enfin, voilà. C'est vrai que l'acquéreur, généralement, a de bons arguments. Très bien. Question suivante. Alors, question de Bernard. J'ai une proposition d'achat pour mon appartement en direct, sans passer par une agence. L'acheteur me certifie qu'il a l'argent comptant. Quel papier puis-je lui demander légalement pour m'assurer qu'il a bien l'argent sur son compte? Alors, sans être totalement intrusif, vous pouvez demander au banquier de faire un courrier, tout simplement, disant que il a les fonds déposés chez lui. Voilà. C'est le moyen. Alors après, ça ne veut pas dire que le vendeur va pas vider le compte pour autre chose, mais voilà, un papier du banquier peut être tout à fait. Ça n'est pas totalement intrusif de demander ce genre de garantie. D'accord. Question de Martine. Est-il fiscalement pénalisant d'acheter une résidence secondaire? Alors, fiscalement pénalisant, ça dépend par rapport à quoi. Est-ce que c'est par rapport à sa résidence principale ou par rapport à un investissement locatif? Un investissement locatif vous permet de déduire toutes les charges de ce bien. Alors que la résidence secondaire, vous ne pouvez pas déduire, à l'instar de la résidence principale, les charges que vous avez sur cette résidence secondaire. Alors quand vous dites pénalisant, oui, depuis une loi de finances, c'est d'il y a 1 an et demi maintenant, c'était celle de 2019, les communes ont la possibilité d'augmenter les taxes d'habitation de 60%. Ouais. C'est assez lourd. Alors il n'y a pas beaucoup de communes, renseignez-vous quand vous investissez. Mais elles peuvent le changer du jour au lendemain. On leur donne la possibilité de taxer 60% de plus pour toutes les résidences secondaires. Donc ça s'est pratiqué beaucoup dans le littoral français. Donc si vous avez l'intention d'acheter une résidence secondaire sur le littoral, attention, allez vérifier ça parce qu'il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Très bien. Alors on quitte le littoral et on retourne dans la capitale avec la question de Damien. Comment se porte le marché des petites surfaces à Paris? Et y a-t-il, selon vous, encore de bonnes affaires à réaliser pour quel type de biens et dans quel quartier? Alors, il faut fouiller. Il faut fouiller, c'est comme n'importe quel marché. Il faut chercher. Alors, vous avez aujourd'hui des chasseurs d'appartements, si vous n'avez pas le temps. Vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle des chasseurs d'appartements qui vont vous trouver le bien qui est rentable. À Paris, on a de plus en plus de mal à se dire que le bien est rentable parce que les prix continuent à monter, comme on le disait tout à l'heure, alors que les loyers sont encadrés. D'où, forcément, l'écart se creuse de plus en plus et on dit que ceux qui investissent à Paris, ils investissent dans la pierre coffre-fort. Alors que ceux qui investissent plutôt en banlieue, là, ils cherchent plutôt la pierre rendement parce que le rendement est meilleur. Pourquoi? Parce que les prix sont moitié moins chers, alors que les loyers sont pas moitié de ceux de Paris.
Il n'empêche que c'est amusant que cette question parce que j'ai signé un avant-contrat la semaine dernière d'un jeune homme qui achetait pour la première fois un investissement. Eh bien, il a acheté à 8005 euros du mètre dans le 18e, entre la mairie et la chapelle. Un bien qui est loué actuellement à une femme de 74 ans. Et je crois que le bien est loué dans les 600 mètres carrés. Il va emprunter d'après ce qu'il me disait, sur 25 ans, à un bon taux, hein, je crois qu'il va avoir un taux de 1,10, quelque chose comme ça. Et il m'a dit qu'il va essayer de faire encore baisser le taux pour que le loyer rembourse l'emprunt, ce qui est super rare. Ça s'appelle de l'autofinancement. Et j'avoue que c'est vrai qu'acheter ce genre de bien à Paris en autofinancement, c'est devenu super rare. Mais bon, vous voyez, la semaine dernière, il y en a encore un qui a trouvé. Bon, on peut juste quand même peut-être rajouter aussi qu'en termes de prix, il y a des disparités complètement folles à Paris. Entre le quartier Odéon, on est à 16 000 euros du mètre carré, et Pont de Flandre, dans le 19e, on est autour de 8 000 euros du mètre carré. Il y a comme ça 10 000 euros d'écart au sein de la même ville à Paris, avec voilà, des différences entre les quartiers. Et puis mettre aussi, on peut rajouter, peut-être aussi pour donner des conseils, le fait qu'il n'y ait plus d'étrangers aussi actuellement à Paris. La carte, on va dire, de location touristique saisonnière, on va dire de Airbnb, elle est quand même, les cartes sont redistribuées avec peut-être beaucoup d'investisseurs qui se disent qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, les étrangers ne sont pas là? Est-ce qu'on passe à une location, on va dire, classique ou en meublé? Est-ce qu'on revoit? Est-ce que vous avez ce type d'informations, maître? Oui, alors elle n'est pas chiffrée, mais effectivement, on a beaucoup de clients enfin beaucoup, des clients qui avaient acheté pour faire du Airbnb et qui aujourd'hui reviennent sur de la location longue durée en meublé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de locataire. Donc c'est ce qu'on dit nous aujourd'hui à la ville de Paris. Pourquoi le Airbnb a eu ce succès à Paris? C'est parce que je sais que c'est pas forcément toujours le même style de clientèle, mais quand même, c'est parce qu'il y a un manque d'hôtels à Paris. On s'est mis en rapport avec la ville de Paris, notamment avec tous les candidats à l'élection, pour voir comment résoudre ces problèmes de logement, ces problèmes de Airbnb. Et c'est vrai que quand on constate à Paris, il y a vraiment un manque d'hôtels. C'est criant. Alors, il y a eu pas mal de petits hôtels qui se sont créés récemment, mais des hôtels de 2000 chambres comme ça, comme il y en a dans toutes les capitales mondiales, il y en a très peu à Paris. Donc, s'il y avait beaucoup plus d'hôtels, il y aurait moins de succès de Airbnb. Résultat, ben, moins d'investissement dans le Airbnb. Et là, on le constate, tous ceux qui ont voulu investir en Airbnb, ils avaient personne, très très peu de locataires. Ils se mettent aujourd'hui, forcément, il faut qu'il y ait un peu de rendement, ils se mettent au meublé longue durée. Donc ça, c'est vraiment, on l'a constaté beaucoup. Voilà. Alors après, sur le gap entre les petits quartiers, enfin sur les quartiers où les quartiers chers et les quartiers pauvres, enfin pauvres. Quand on Oui. paye 8 000 euros, c'est pas forcément un quartier pauvre. On a quand même constaté qu'il y avait une homogénéisation des prix à Paris depuis 20 ans. L'écart entre l'arrondissement le moins cher et le plus cher, il était pratiquement à 3. À toi. Aujourd'hui, il est à 2,1. Donc, on peut dire que Paris se boboise quelque part. En mat- Et quand on veut acheter moins cher, ben, qu'est-ce que font les Parisiens? Et c'est le succès de la petite couronne et ce qui explique ces prix aujourd'hui de 9% d'augmentation, c'est qu'il y a beaucoup de Parisiens qui franchissent le périph'. Le périphérique devient beaucoup moins une barrière qu'avant. Et en matière justement de bonnes affaires à réaliser, que pensez-vous entre les parkings ou même les ventes aux enchères des notaires, hein? Je crois que c'est toujours enfin, le mardi au Châtelet, est-ce que ça va reprendre bientôt? Ou là aussi on a des biens parfois complètement atypiques. Alors c'est le jeu des enchères, c'est qu'évidemment ça peut monter très haut, mais en tout cas ce sont des biens qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors, ce sont des biens qu'on trouve pas ailleurs, c'est vrai. Non, là, ça va reprendre, hein, bien sûr. Ça a déjà repris, il y en a une au mois de juillet. Là, c'est vraiment du coup par coup. Ouais. J'ai envie de dire parce que euh, le jeu des enchères, c'est comme à l'hôtel Drouot. Vous avez quatre acquéreurs qui s'excitent sur un bien, eh bien le bien il va partir plus cher que ce qu'il ne vaut. Parce que les gens sont excités par les enchères, tout simplement. Et donc ça dépend vraiment du bien. Si vous cherchez en fait un bien avec travaux, là vous avez peut-être plus de chances d'acheter moins cher que le marché si ce bien avec travaux est mis aux enchères, parce que vous allez voir, ça fait fuir les gens. Les biens avec travaux, ça fait vraiment fuir les gens. Il n'y a que un type d'acquéreur qui est intéressé par ça, c'est le marchand de biens.
Mais le marchand de biens qui va acheter ce bien, lui, il va l'acheter, mais il fait attention hein, parce qu'il veut une marge. Ce que vous ne voulez pas forcément. Donc vous voulez acheter pour vous un bien avec travaux. Si vous n'avez pas peur des travaux, eh ben, c'est ce type de bien qu'il faut acheter aux enchères. Et sur les parkings? Ah, c'est très compliqué. Le marché des parkings, c'est un marché au pâté de maison. C'est même pas à l'arrondissement, c'est au pâté de maison. Si vous avez beaucoup de parkings, et puis ça dépend aussi de l'endroit où vous êtes à Paris. Il y a des endroits à Paris où vous avez des familles, et d'autres où vous avez beaucoup moins de familles. Par exemple, le Marais. Le Marais, il y a très peu de familles parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appartements très grands, comme les immeubles Haussmann que on trouve dans une partie du 17e ou du 16e. Euh, donc forcément, dans le Marais par exemple, c'est des lieux où vous allez trouver beaucoup de célibataires ou de jeunes couples, mais pas beaucoup d'enfants, donc pas de voiture, donc pas de nécessité d'avoir un parking. Donc très curieusement, un parking dans le Marais vaut beaucoup moins qu'un parking dans le 16e. Ça va quelquefois du simple au double, hein, de 40 000 à 80 000 par exemple. C'est pas rare de voir ça. Et j'en Donc profite. oui. Oui, j'en profite, maître, hein, puisqu'on parle de bonnes affaires à réaliser avec à la fois votre position et ce que vous entendez aussi tous les jours. Y a-t-il justement on parle beaucoup du Grand Paris, je ne vais pas dire des reports possibles, mais en tout cas des secteurs ou des villes qui auraient la cote en première ou en deuxième couronne. Qu'est-ce que vous percevez, qu'est-ce que vous entendez? Oui. Alors, pour rebondir sur cette question, parce que vous m'aviez posé la question, je n'y ai pas répondu sur Paris. Moi, j'ai deux, trois petites idées sur les quartiers de Paris Il faut le qui sont, dire. voilà, qui sont susceptibles de monter. Alors, il y a toujours ce 10e arrondissement qui est quand même super central, qui a beaucoup monté, c'est vrai, parce qu'il s'est boboisé. Mais je pense très certainement qu'il va encore monter beaucoup parce que il est vraiment central, il est très irrigué par les voies de circulation. Donc, il n'y a vraiment aucune raison que ça vaille aussi peu. Un autre quartier qui peut peut-être monter aussi dans le futur, c'est le quartier des Épinettes. Ah. Pourquoi? Parce que vous avez 17e tout ce arrondissement. secteur, voilà, dans le 17e, parce que tout ce secteur des Batignolles qui a été rénové totalement, qui a pas mal monté, et à côté, vous avez le quartier des Épinettes qui, je pense, va monter, va bénéficier de l'augmentation des prix des Batignolles. Voilà, pour Paris. Pour la petite couronne, moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller toujours sur une ligne de métro ou près d'une gare RER, voire future gare, si vous avez la santé, d'une future gare du Grand Paris. Pourquoi? Pourquoi si vous avez la santé? Parce que le Grand Paris, il n'est pas encore fait. Hein, il va sortir de terre à certains endroits dans 5 ans, voire dans 10 ans. Donc pendant ce temps-là, vous allez peut-être avoir du mal à louer. Quoique, quand on constate et que vous regardez une carte du Grand Paris, je vous invite à aller regarder, la plupart des 60 futures gares, elles se trouvent en petite couronne et non pas en grande couronne dans la Pampa. Et donc, dans cette petite couronne, elle est déjà beaucoup irriguée par des gares. Mais ces futures gares vont être encore un nœud ferroviaire plus fort. Donc, forcément, donner plus de fluidité, justement sur tous ces franciliens qui veulent un peu s'éloigner. Donc, voilà, moi, c'est vrai qu'il faut vraiment regarder les moyens de transport. C'est ce que un acquéreur regarde aujourd'hui. Je vous disais, une gare et la Wi-Fi. Donc, c'est vraiment une étude de marché qu'il faut faire. Très bien. Allez, on passe à la dernière question. Alors, question de Sandrine. Avec l'impact de la crise sanitaire, à quoi faut-il être particulièrement vigilant si l'on souhaite vendre ou acheter dans l'immobilier? Vendre ou acheter, c'est pas les mêmes questions. Non. C'est pas du tout la même question. Alors, quelle est votre réponse? Vous vendez votre bien, donc vous n'avez pas tellement le choix de le transformer. Là, c'est les choix totalement. Enfin, c'est des conseils toujours les mêmes de Stéphane Plaza et autres. C'est de ne pas trop encombrer votre bien, de le rendre fluide, agréable, pour que l'acquéreur ait envie de s'y projeter, de se dire ah ouais, là j'ai bien envie de. Si vous parlez du home staging. Oui. Voilà, absolument. Ouais. Donc ça, c'est le conseil habituel. J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ça. Pour l'acquisition, oui, aujourd'hui, on voit ce goût prononcé pour l'espace. On a vu d'ailleurs des comportements totalement irrationnels. En post-confinement,
on voyait des gens qui achetaient des biens avec terrasse. Il n'y avait même pas de pondération pour la terrasse. Ils achetaient le prix de la terrasse au prix du mètre carré construit. Donc, heureusement, ça, c'est des comportements qu'on voit un peu moins, parce que c'était des gens qui avaient vraiment souffert ou qui voulaient se faire plaisir. On revient à aujourd'hui des comportements un peu plus raisonnés. Voilà, donc après, les conseils, pour celui qui cherche, en fait, c'est pas forcément un conseil, c'est par rapport à ce confinement, c'est de répondre à ses attentes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, les Français sont raisonnables en réalité, parce que par rapport à ce que je viens de vous dire, ceux qui veulent changer de vie ou de lieu, ils le font pas du jour au lendemain. C'est pour ça que cette vague aujourd'hui d'aller sur de la verdure ou de l'espace, pour moi, c'est une vague qui va être, c'est pas un tsunami qui s'est passé au mois de juin et juillet, c'est une vague de fond qui va mettre peut-être 4-5 ans. Pourquoi? Parce qu'on change pas de lieu comme ça. Il faut que monsieur et madame aient la même envie, et qu'ils puissent avoir la même possibilité par rapport au télétravail. Donc, quitte à que l'un des deux change de travail, change de boîte, voire même change carrément de boulot pour aller sur un autre secteur. Et puis, il y a les enfants. On va pas bouger facilement ou de la même manière. Si on a des enfants en bas âge, bah, on est plus souple parce que on se dit que l'école, une école maternelle ou les écoles primaires, que ce soit à Paris ou ailleurs, ça devrait être à peu près pareil. Par contre, quand on commence à avoir des enfants qui vont au collège ou au lycée, on a tendance à vouloir aller près des bons collèges ou des bons lycées. Donc, ça veut dire que c'est peut-être un frein, quelque part, à la mobilité. Voilà, tout ça fait que les Français, ils raisonnent. Là, je vois bien les clients, quand je leur pose la question, ils disent oui, on veut déménager, mais on attend que les enfants terminent leurs études et aillent jusqu'au bac. Donc, ça va être dans 3-4 ans. Vous voyez, donc c'est pas forcément des conseils, c'est basique en réalité. Et c'est du bon sens. Et comme toujours, c'était très clair et très limpide avec Maître Thierry Delsal. Merci encore de toutes ces réponses aux questions des internautes du Figaro. Je pense qu'on va se retrouver bientôt. Et à vous les internautes, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Clés de l'IMO.